Comment ne plus se sentir deux colocataires dans votre couple? Pourquoi le désir a disparu et comment le faire revenir? Pourquoi vous avez l'impression que votre conjoint est devenu votre gosse et plus votre mari? Comment se fait-il que les femmes veulent changer leur mec mais qu'ils ne les écoutent jamais? Pourquoi vous ne comprenez plus rien aux demandes de votre femme et pourquoi ne veut-elle plus coucher avec vous? Est-ce que votre couple est foutu? Est-ce que vous vous acharnez pour rien? Ou est-il encore temps de faire quelque chose? Je m'appelle Maximilien Bachelard, je suis docteur en psychologie, psychothérapeute et cuisinier. Après 50 chroniques radio, je vous invite dans ma cuisine, les recettes du doc, à partager quelques recettes et tours de main. Je vais divorcer. Il n'en est pas question. Quand un couple compte les points, il n'y a pas de vainqueur. C'est à celui qui en perd le moins. Aujourd'hui, on va parler d'un thème qui revient assez souvent en consultation, c'est pourquoi il est si difficile de se séparer. Alors, il faut savoir que beaucoup de personnes vivent justement cette incompréhension, c'est-à-dire que on est en couple depuis 10, 15 ou 20 ans, et parfois, quotidiennement, ça ne va plus, c'est invivable à la maison, on a toutes les raisons du monde et toutes les difficultés, toutes les peines à pouvoir s'imaginer une suite, et pourtant, on est bloqué au milieu du couple. L'entourage d'ailleurs nous le fait remarquer, parfois ça nous agace, ça peut être la famille, ça peut être les amis, qui viennent nous rappeler que ça ne va pas. Et jusqu'à s'entendre dire soi-même, oui je sais docteur que ça ne va plus entre nous, mais je ne peux pas m'empêcher d'être avec lui ou d'être avec elle. Alors évidemment l'idéal ce serait de se séparer quand tout le monde commence à souffrir. Évidemment, théoriquement tout ça c'est toujours très simple. Mais choisir le bon moment n'est pas si facile, et surtout comprendre ce qui nous retient de manière un peu invisible, un peu incompréhensible, c'est tout ce dont on va parler aujourd'hui. Alors il nous reste 3 crèmes au chocolat et de quoi faire 6 cafés gourmands. Alors, vos ingrédients et votre plat. Pourquoi on s'accroche à quelqu'un qui ne nous aime plus? Eh bien, souvent c'est par habitude, parce qu'on a un bon alibi qui vient condenser nos problèmes. Et, l'autre est porteur finalement, en tout cas l'alibi est porteur de nos insatisfactions. Il faudrait déjà, je pense, se demander si les gens sont bien avec eux-mêmes avant d'accuser l'autre de tout ce qui ne va pas dans leur vie. D'autant que si on va très bien avec soi-même, c'est à se demander pourquoi on se met avec quelqu'un qui nous fait du mal ou qui nous pose problème. Bon, ça c'est dit. Il faudrait déjà être en phase avec sa dernière version de soi-même. Il faudrait être connecté aux besoins qu'on a actuellement et qu'on a parfois oublié, mis de côté depuis des années. La question du couple va par exemple pas mal se fondre naturellement avec la question de la famille, avec la fameuse phrase que j'entends assez souvent aussi toutes les semaines, on va dire, hein. Oui docteur, on ne sort plus au restaurant depuis la naissance des enfants. Donc évidemment là, le couple conjugal, comme on peut l'imaginer, il ne peut pas se déplacer sans les enfants. Et on le comprend, ça c'est pas si évident, mais reste qu'il va falloir trouver des solutions parce qu'on commence à rentrer dans un bras de fer entre est-ce que le couple va survivre ou est-ce que la famille va survivre. Puis évidemment, vous vous doutez bien que l'idéal ce serait qu'aucun des deux ne meure, mais qu'il n'y en ait pas un non plus qui pâtisse de l'existence de l'autre. Pourquoi votre plat n'est pas réussi? On va en parler, on va s'arrêter sur 10 points. Le premier point, c'est le savoir-vivre. Quand les gens se séparent, je me suis rendu compte assez souvent en consultation que j'ai l'impression qu'ils ne savaient plus vivre. Pourtant, ils se plaignaient d'être empêchés de tout à cause de l'autre. Et voilà, enfin, le vœu est exaucé, ils deviennent célibataires. On devrait dire youpi, mais en fait, ils sont complètement démunis. Ils ont trop de liberté d'un seul coup. Ils savent plus ce qui les font vibrer, alors qu'ils rêvaient d'enfin pouvoir retrouver leur autonomie, se lever à l'heure qu'ils veulent, ranger la maison comme ils veulent, faire la vaisselle, passer l'aspirateur quand ils veulent et à la manière qu'ils veulent. Mais la liberté, ça implique la responsabilité, notamment d'être responsable de son malheur. Et parfois, en fait, il est plus simple de l'attribuer à quelqu'un d'autre, quoi. C'est toujours plus simple de dire que c'est à cause de Pépère qu'on est malheureuse, que c'est à cause de Martine que Jean-Pierre n'a jamais pu devenir pilote de chasse ou qu'il s'entend plus avec sa mère. Enfin bref, vous déclinez comme vous l'entendez. Dans le couple, on ne sait plus trop à cause de quoi on est malheureux, et il nous faut trouver un coupable qui est souvent juste à côté.
C'est le type qui ronfle à côté de vous dans le lit, ou c'est la nana qui vous pose 36 questions pendant votre match de football. Sophie, par exemple, elle se plaint que les week-ends se fassent tout le temps chez sa belle-mère. Alors moi, psychologue un peu simple, je lui dis qu'elle a qu'à proposer à son mari qu'il aille voir sa mère tout seul par moment. Mais elle me dit que c'est pas possible. Elle me regarde, elle est étonnée de ce que je viens de lui dire. Et donc, qu'est-ce qu'on comprend à ce moment-là? Que dans le couple, en fait, on est pris dans des jeux, dans des habitudes dont il est parfois pas si facile de s'extraire, en fait. Ça semble, dans cet exemple-là, impossible de rompre une sorte de pacte implicite qui a été scellé entre monsieur et madame. La peur d'être seul, c'est aussi une des explications, hein. La société ne nous amène pas à être seul avec nous-mêmes. On supporte de moins en moins le silence dans une maison. Je pense qu'il faut également s'aimer un minimum. Si on peut être seul, on peut faire le choix d'être avec quelqu'un. Mais en revanche, si on ne peut pas supporter la solitude, on a la nécessité de faire couple. Et donc, on est beaucoup plus à risque de faire des mauvais choix, d'être un peu aveuglé pour satisfaire ce besoin impérieux là au fond de nous, ou alors de ne pas s'écouter lors d'un coup de foudre. Le deuxième point, c'est l'attachement. Alors l'attachement, c'est quoi? C'est un concept que vous entendez parfois de la bouche des psychologues. C'est un sentiment de sécurité qui se constitue dans les premières années de vie d'un bébé, et puis qui va s'appuyer, s'étayer sur la relation que le bébé a avec une figure d'attachement qui est importante pour lui, qui est la maman souvent, mais qui peut être aussi le papa. Plus la relation elle a été réconfortante, prévisible et rassurante avec cette figure, plus le sentiment de sécurité va s'installer chez le bébé. Plus l'attachement est sécurisant, plus l'enfant peut se permettre en plus d'aller explorer le monde et de lâcher un peu les jupes de maman ou de papa. Oui, parce que les papas peuvent avoir des jupes maintenant, c'est comme ça. La figure d'attachement, elle peut parfois, et c'est normal, disparaître temporairement. Donc maman ou papa va sortir de la pièce, va s'éloigner du bébé. Ce qui va créer un contexte qui est moins rassurant. Et l'enfant, il se sentira temporairement un peu insécurisé. Parce qu'il ne contrôle plus l'environnement et il n'a plus sous les yeux cet effet doudou rassurant. Il n'a plus visuellement le contact avec la figure d'attachement. Plus le sentiment de sécurité il est fort chez l'enfant, plus il pourra gérer ces instants dont le contexte est un peu perturbant. Bon, pourquoi je vous raconte tout ça? Parce que quand on se met en couple, on vient chercher aussi une sécurité. Et le couple, il peut sembler sécurisant dans son fonctionnement. Il va nous donner des habitudes, il va nous donner un cadre. On sait que quand on rentre à la maison, il y aura quelqu'un qui sera là. On ne dormira pas seul, quelqu'un qui pensera à nous, quelqu'un qui sera présent. Mais parfois, un des partenaires peut avoir un attachement insécurisé, mais un peu trop, qui vient chercher régulièrement à être rassuré par l'autre. Vous savez, les fameuses phrases « tu m'aimes, chéri, tu m'aimes, chéri, dis-le-moi. Regarde-moi quand je te parle et essaie de me rassurer. » Alors évidemment, on se détend, tout le monde a déjà dit ça, c'est normal, c'est logique et c'est pas forcément un problème. Mais parfois, c'est tellement débordant et demandé 150 fois par jour qu'on sent qu'en fait, le partenaire, il vient l'être aimé, mais il est aussi le porteur du sentiment d'exister de l'autre, d'un sentiment de ne pas s'écrouler. Et ça, en fait, ça va provoquer une tension et parfois presque un fardeau à porter. Troisième point, c'est la modification du lien et le roman de la rupture. Après une rupture, évidemment, il restera un lien entre deux personnes, mais il est différent et il va évoluer avec le temps. Il faudra, en fait, on va dire, le ranger au bon endroit. Et pour ça, il faut mettre du sens sur l'histoire. Ça veut dire quoi? Ça veut dire comprendre ce qui nous est arrivé. Ce qu'il nous est arrivé. C'est bien ça que je dis. Plutôt que de se dire qu'on a été lâchement abandonné pour des raisons honteuses et incompréhensibles par madame ou par monsieur. L'exemple typique, c'est le couple de Céline et François. Alors c'est un couple qui va mal depuis 2 ans. Il y a des reproches perpétuels, on prend à partie les amis lors des repas. Il y a parfois des insultes, il y a des coups bas. Céline, elle prend sur elle. Elle protège finalement beaucoup François qui se comporte assez mal. Alors un jour, il y a un homme qui vient draguer Céline. Bon, je vous rassure tout de suite, on se détend, ils couchent pas ensemble. Je vous raconterai pas tous les détails, mais c'est le truc classique. Céline ne se trouve pas belle, elle se trouve trop grosse,
comme 99,9% des femmes sur cette planète. Et un jour, un homme la drague dans un parc, son cœur palpite, les petits papillons dans le ventre, tout ça, quoi. Vous voyez ce que je veux dire? Bon, à ce moment-là, qu'est-ce qu'elle se dit, Céline? Elle se dit qu'elle a encore de la valeur. Mais elle reste droite, elle reste fidèle, même si on n'est pas passé loin du bisou. Le couple François-Céline continue à se faire du mal après ça. Et puis, Céline, elle en a marre, donc elle décide de partir. François, il va en conclure quoi, à votre avis? Il va dire, tu pars pour un autre. Pensez bien que Céline, elle lui a parlé de sa rencontre, évidemment. Et que François, évidemment, était outré. Il se fige alors sur une histoire, et sur la mauvaise en plus. Il est en train de se créer un alibi. Il se déresponsabilise, en fait. Donc il va dire à tue-tête, à qui veut l'entendre, ma mère m'avait dit qu'elle partirait. Mes amis m'ont dit qu'elle s'ennuierait vite avec moi. Donc on passe du potentiel j'ai ma part de responsabilité à en même temps, tout est de ta faute puisque tu t'es laissé draguer dans les lieux publics. Donc qu'est-ce qu'il fait ce bonhomme-là? Il se focalise au mauvais endroit et il commence à écrire le roman de l'homme bafoué qui s'est fait piquer sa femme. Mais l'homme qui a dragué sa femme n'aurait pas existé s'il n'avait pas été aussi odieux avec elle. Et d'ailleurs, ce type rencontré dans un parc, il n'explique pas du tout leur rupture. Voilà. Qu'est-ce que je suis en train de vous expliquer? On se raconte une histoire qui nous contente, qui nous protège, qui prépare parfois notre victimisation, mais qui n'est pas forcément la bonne histoire, la vraie histoire, l'histoire complète en fait. Et typiquement, ce genre de posture d'enfant, ça amènera le père à dire à ses enfants qui le questionnent là, dans quelques années, mais vous savez les enfants, je ne sais pas pourquoi maman elle m'a quitté. Donc c'est typiquement des moments où une mère bondit de son siège et a envie de dire à ses enfants, mais si vous saviez ce que votre père m'a fait. Mais elle se retient, elle protège ses enfants, et c'est entendable. Et le père, lui, il joue sur sa volonté de protection à cette maman, il en profite. Elle n'osera pas dire à ses enfants qu'il était immonde, qu'il était insultant, qu'il était agressif, qu'il était infidèle, qu'il était tout ce que vous voulez. Et lui, il en profite en fait. Donc c'est pas spécialement de la perversion, c'est de l'irresponsabilité chronique, malsaine et parfois un peu destructrice. 4e point, le couple parfois n'est plus thérapeutique. C'est le cas quand on est dans une surprotection perpétuelle, quoi. Quand on n'a plus un minimum à s'adapter à l'autre, à ses besoins. Ça peut être le cas de la mère qui est très maternelle. En plus, je viens de faire un lapsus qui est intéressant, de madame qui est très maternelle, pas spécialement la mère, mais elle se comporte finalement comme une maman avec son conjoint. Elle va anticiper ses mauvaises humeurs, elle va s'hyper adapter, et ça va commencer à peser dans le quotidien. Il faut savoir qu'on peut facilement devenir le psychologue de l'autre, prendre son parti, devenir son défenseur, son avocat. Et les deux peuvent s'enfermer face au reste du monde. Ça finit parfois, moi je le dis comme ça, en syndrome de Stockholm. C'est-à-dire qu'on tombe amoureux de celui qui nous prend en otage. On est prisonnier de l'autre et l'autre se sent prisonnier de nous. 5e point, c'est le monde du couple et l'apparence du couple. Alors, j'ai remarqué qu'on a des difficultés à se séparer, et d'autant plus quand l'entourage nous a dit que ça ne marcherait pas, et qu'effectivement, le couple ne marche pas. Quand on a voulu faire tenir l'illusion que ça fonctionne, alors qu'à l'intérieur, on sait très bien que c'est la catastrophe. Qu'est-ce qui s'est passé? On a créé une barrière par fierté. On a protégé notre couple même si on en avait marre. C'est comme si on avait mis des œillères, c'est comme si on avait mis des bouchons dans les oreilles et qu'on persistait par fierté en se disant que ça devenait, une sorte de quête personnelle et qu'on devait montrer au reste du monde qu'on n'avait pas investi à tort. Avec des phrases du style « si je me sépare, je dois dire aux autres qu'ils avaient raison, mais est-ce qu'ils vont m'accepter? Est-ce qu'ils vont m'épauler malgré mon erreur ?» Et à ce moment-là, on se sent un petit peu couillon, et c'est difficile, finalement, de lâcher toute cette énergie et de dire « bon, ça suffit, je me suis trompé ». 6e point, dans un couple, on peut s'oublier. Alors, ça, c'est un élément que je trouve très intéressant. Pour le bien du couple,
On peut faire tourner la machine, en gros, du couple. On s'adonne parfois à toutes les tâches qui nous semblent indispensables pour le couple. Et on oublie parfois de s'occuper soi-même. Alors, mesdames, messieurs qui m'écoutez, est-ce que vous pratiquez encore le sport que vous aimiez tant? Est-ce que vous écoutez toujours de la musique, là, celle qui vous plaisait? Quand est-ce que vous avez pu finir votre dernier livre? Quand est-ce que vous avez pu voir un film en entier sans rater le début ou sans rater la fin? Est-ce que vous voyez encore votre famille? Est-ce que vous voyez encore vos amis? Bref, avec le temps, euh, on va dire ce qui nourrit nos forces vives, ce qui nous donne du carburant pour avancer personnellement, bah, parfois on l'a abandonné comme s'il fallait se sacrifier pour que le couple fonctionne. Et donc, qu'est-ce que j'entends régulièrement en consultation? Bah, simplement des personnes qui ont renoncé à des choses qui les portaient, quoi, vraiment, comme la danse, l'art, la visite des musées, la cuisine, les voyages. Bah, évidemment, pas étonnant qu'ils aillent mal. En plus, c'est des choses qui faisaient leur personnalité, qui a même attiré l'autre conjoint. Donc c'est quand même étrange. Et point très important, écoutez bien ça n'est pas spécialement la faute de l'autre. L'autre pourrait même dire sincèrement qu'il n'a pas demandé ça, hein. Et lui, il a pu se sentir obligé d'en avoir fait autant. Donc on a, tenez-vous bien, deux idiots qui font plus rien qui les caractérisait, qui disent que c'est de la faute de l'autre au départ, et l'autre de dire que c'est de la faute de l'autre. Eh oui. Donc en fait, la majorité du temps, on ne peut plus s'autoriser quelque chose. On a renoncé peu à peu à notre identité en pensant que ça ferait tenir le couple debout. En fait, c'est selon notre vision des choses, hein, parce que rien ne nous dit qu'il fallait le faire. Donc évidemment, vous comprenez bien que là, il y a des questions à se poser quand même. On fait parfois comme papa ou comme maman, ou comme on croit qu'il faudrait faire, ou comme les copines ou les copains nous ont dit. En tout cas, il y a une espèce de schéma qu'on poursuit là. Les humains sont un peu fous quand même parfois à faire des trucs que personne ne leur a dit de faire, et dont ils se plaignent en plus. Eh ouais, mon boulot est quand même assez drôle quand on y réfléchit. Et c'est bien pour ça que les gens qui se séparent retrouvent souvent une seconde jeunesse, hein. Ils ont tellement coupé avec ce qui leur faisait vivre, ils se faisaient eux-mêmes manquer d'oxygène. Ils se sont eux-mêmes étouffés. Et ils n'ont souvent pas été, on va dire, objectivement étouffés par l'autre. Et pourtant, on va parfois jusqu'au bout, hein. On veut voir jusqu'où le couple peut aller. On ne veut pas avoir de regrets. On veut voir si l'autre va faire quelque chose. Que la vie nous surprenne, en fait. Alors que paradoxalement, on a parfois tellement tout bordé qu'il se passera justement rien du tout, rien de surprenant. Là encore, c'est le petit paradoxe d'être humain, quoi. Oh, docteur, je voudrais tellement qu'il me surprenne. Mais c'est moi qui contrôle tout, hein. Donc évidemment, il ne se passera rien. Souvent, les deux laissent un peu pourrir le couple et on attend que quelqu'un ou que quelque chose soit en charge de la rupture. Et l'infidélité, c'est le truc parfait. On attend une explication objective à la séparation pour permettre de ne pas nous retourner, pour nous permettre de ne pas avoir de regrets, en fait. Ça signera qu'on ne s'est pas planté personnellement et c'est une bonne assurance pour pouvoir sortir la tête haute. Septième point, c'est le couple comme jouer au casino. Alors imaginez le couple comme un investissement. On a des envies, on a des projets, on donne de l'énergie, on donne du temps, on donne de l'argent. Plus on mise, plus c'est difficile d'en partir. Parfois, quitte à tout perdre, on préfère continuer dans le couple. Quand on a mis 500 € dans une machine à sous, c'est encore plus dur de partir. Vous vous doutez bien, on a peur que le prochain qui prendra notre place remportera tout ce qu'on a épargné, tout ce qu'on a misé dans la machine. Mais il y a un phénomène intéressant. On sait que les statistiques des jeux de hasard ont prouvé que chaque mise est indépendante des autres. En fait, on n'a pas plus de chances de gagner en rejouant. Mais psychologiquement, puisqu'on a mis nos sous à nous, on a la sensation d'arriver un peu plus au but. On arrive un peu plus au but à chaque fois qu'on mise, quoi, en fait. Huitième point, on ne se sépare pas aussi pour l'argent. Essayez de gagner votre croûte par vous-même. Si on dépend de l'autre financièrement, on risque encore moins de penser sa séparation, vous vous doutez bien. Ne pas pouvoir se séparer, c'est pas qu'une question psychologique, mais c'est aussi une question financière. Le tout psychologique, c'est une idiotie. La vie, c'est aussi la réalité matérielle.
Neuvième point, on croit que l'autre va changer, c'est le piège des attentes. La réalité, elle est ni méchante ni gentille, elle est ce qu'elle est. On attend de voir l'autre changer car on y croit, on le veut, ou l'autre nous l'a fait croire et s'en persuade. Mais si chérie, je vais arrêter de demander l'avis à ma mère pour toutes nos décisions de couple. Ou alors, mais oui chérie, promis, je passerai l'aspirateur ou j'organiserai les prochaines vacances. Mais la réalité, c'est que ce ne sera pas forcément le cas en fait. L'autre peut nous le dire, il peut en avoir envie, c'est pas spécialement un menteur. Mais s'il boit depuis 10 ans d'alcool, il est difficile d'imaginer là, qu'il arrêtera demain matin à 8 heures. Et s'il est motivé, vaut mieux qu'il le fasse pour lui. Ça a beaucoup plus de chances que ça tienne dans le temps. Les attentes, ça peut devenir un vrai piège. On n'a aucun pouvoir de changement sur l'autre, mais par contre, on peut se changer soi-même. Il faut le faire avec envie et honnêteté, car ça impactera l'autre, en fait. Mais les jeux de culpabilité peuvent arriver, les dépenses, les infidélités, les addictions. Tout ça, ça peut venir nous culpabiliser et rendre les histoires encore plus difficiles à délier. Donc il faut pouvoir se mettre une limite. Parce qu'il peut se nicher l'illusion que l'amour va changer l'autre, que l'autre ne sera plus dépressif ou addict. Mais par amour, on peut aussi parfois quitter. Alors pourquoi on teste les gens, vous allez me dire? En fait, pour avoir une confirmation et saisir notre importance aux yeux des autres. Il y a des personnes qui pensent que l'amour, ce sont des preuves, de la volonté. Peut-être qu'elles ne sont pas satisfaites de ce qu'elles obtiennent. Alors, quelques exemples de tests d'amour. Si je suis assez belle, que je vaux le coup, qu'il m'aime assez, eh bien alors, il changera. Ou alors, s'il m'aime, il arrêtera d'aller voir les prostituées. Ou alors, s'il m'aime, il passera le balai. Ou alors, je vais transformer le crapaud en prince charmant, le repris de justice en gentleman. Donc vous voyez bien que c'est un vrai test narcissique pour chercher la preuve de notre valeur. Donc autant dire qu'il y a une importance capitale, là, clairement, à ce que l'autre change. Et moi, j'entends une forme de bras de fer, en fait. Une façon de dire au fond, prouve-moi, chérie, que je vaux plus que tes potes, que ta bouteille d'alcool, que ta mère, ou que ton petit confort. Donc parfois, on mise sur un potentiel. C'est-à-dire, il ou elle saura bien si. 3 petits points. Le potentiel, ça renvoie à l'entraînement ou au stock de possibilités qu'on suppose chez l'autre. Si l'autre change de travail, si l'autre change d'habitude de vie, s'il arrête de fumer, s'il change de coupe de cheveux, s'il change de voiture, s'il change ses relations avec sa mère ou ses amis. Comme une maison, en fait. Il suffirait d'installer une terrasse, de changer le carrelage, la buanderie, d'ajouter un garage, de casser les cloisons. Donc on prépare nos attentes pour plus tard, on attend que l'autre change. Donc vous entendez bien que là, tout ça pose question, parce qu'on investit sur un potentiel qu'on rêve, et que l'autre nous fait rêver, et se rêve à lui-même. C'est la carotte après laquelle on court. Donc en gros, c'est un peu le principe des téléachats. On vous vend des électrodes pour avoir des abdominaux parfaits, vous savez que vous avez 20 kilos de trop, le vendeur il y croit à fond dans son blabla. Et votre surmatelas vous est proposé au format 2 places avec ses 2 oreillers et avec 34% de remise. C'est un prix jamais vu, 98,99 €. Et finalement, c'est complètement improbable, mais vous y croyez aussi. Au bout de 5 minutes, vous commencez à être converti et hop, vous allez acheter une connerie de plus qui va finir au grenier dans 2 mois. Dixième point, c'est la mal-séparation. Alors, qu'est-ce que j'entends par une mal-séparation? C'est une fausse séparation. On se sépare, mais on se contacte tous les jours, on a toujours une bonne excuse pour le faire, on pense tout le temps à l'autre. Et puis on va s'épier sur les réseaux sociaux, ça c'est le grand truc. Bref, on ne sait pas quitter. Il y a mal-séparation, non pas quand on entretient un lien avec son ex, mais quand ce lien ne nous permet pas d'investir d'autres liens dans le présent et dans le futur. En fait, on est encore ensemble dans nos têtes, la place n'est pas libre pour une nouvelle personne, et pour aimer quelqu'un, mais il faut pouvoir lui faire de la place. Bon, quand on a dit ça, on a tout dit. Alors, c'est quoi la recette maintenant? Je vais vous donner 4 points pour effectuer votre recette et pour qu'elle fonctionne un peu mieux. Le premier point, c'est le temps. Il faut parfois du temps pour réaliser que le couple, il est mort. Pour beaucoup de couples, la fin, elle est déjà là, en fait. On est en plein dedans. La date de péremption, elle est passée depuis pas mal de temps, quoi. On a essayé d'atteindre des objectifs, puis c'est dur, puis on nous regarde, puis on a nos attentes de départ qu'on ne veut pas lâcher. Puis parfois, on est un peu têtu.
Et en fait, le temps, il va nous permettre de faire le vide afin de laisser la place à quelque chose d'autre. Le deuxième point, c'est de détricoter l'histoire. Il faut avoir la capacité de voir ce qu'on a mis en place qui explique l'échec. Ce qui provient de nous et de l'autre. C'est sortir de l'unique reproche qu'on a fait à l'autre. Quand ça fait 15-20 ans qu'on est ensemble, évidemment, on a des amis communs, on a une maison, on a une belle famille, on a un crédit, on a une voiture, on a un travail qui est à côté de la maison, quoi. C'est tout un monde qui peut potentiellement s'écrouler. Il y a des affaires en jeu, quoi. Il faut du temps pour détricoter tout ça. Ça peut pas se faire en un claquement de doigts. Puis les femmes, elles ont tendance, en tout cas moi c'est ce que j'observe, à désaimer progressivement plus que les hommes. Elles vont ressentir à l'avance la fin du couple, tandis que les hommes, ils sont plus facilement dans le déni. Et avec eux, le boulot, ça va consister souvent à ce qu'ils se repassent le film, quoi. Et qu'ils puissent regarder ce qui s'écroulait, quoi. Parce qu'ils ont tendance, les hommes, plus facilement à avancer, à ne pas regarder autour, à se dire que ça va aller, et à plus facilement tomber des nues. Donc comme je vous dis, les femmes, elles sont plus dans une histoire de désamour. Puis en plus, c'est plus souvent elles qui quittent les hommes que l'inverse. 75% des divorces sont initiés par les femmes, pour information. Donc pour se séparer, il faut une histoire de désamour, il faut un détricotage, il faut du temps pour défaire. On ne peut pas simplement dire c'est terminé, point. Il faut pouvoir désaimer, désinvestir progressivement. Parce que sinon, l'amour risque de se transformer facilement en rage, en colère, en revendication, en vengeance. Et notamment à travers les enfants. On ne peut pas forcément se désaimer à deux. C'est pas facile. Je crois que c'est une histoire individuelle. Et parfois, on aimerait que le couple s'éteigne ensemble. Ça, les femmes adorent attendre ce truc-là. Mais parfois, il faut simplement partir et laisser monsieur désaimer à son rythme et pour lui-même. Et madame ferait mieux de s'occuper d'elle-même. Je vous le dis, parce que c'est ce que j'entends souvent, c'est ce que je comprends souvent en consultation. Troisième point, c'est miser sur ses compétences. Se débrouiller, réussir par soi-même, acheter sa première voiture, trouver un travail qui nous permettra de nous autonomiser. Il faut prendre sa vie en main, reprendre son indépendance, faire de soi une priorité. Pourquoi je vous dis tout ça? Parce que, en fait, moi, je ne vous donnerai pas confiance en vous. Et personne ne le fera sur cette planète. Voilà. S'ils vendent de la confiance en soi dans un téléachat, ne l'achetez surtout pas, parce que ça n'existe pas. 98,99 €. La confiance en soi, ça se construit d'une seule manière, par la preuve concrète, par la mise en œuvre de vos actions, parce que vous ferez vous-même, et qui aboutira positivement à du résultat. Et vous allez vous convertir vous-même en regardant ce que vous avez fait. Le dernier point, c'est de ne plus attendre 10 ans de plus. Vous avez attendu durant des mois, des années. Mais si tout ce que je vous dis vous parle, dites-vous, vous avez probablement déjà bien parlé, bien écouté, et que vous n'avez qu'une vie. On mise parfois sur un potentiel, quelque chose qui n'existe pas encore, et qui peut-être n'existera jamais. Partir, c'est pas une punition qu'on inflige, même si ça peut faire souffrir, mais c'est d'abord un cadeau qu'on s'offre à soi-même. L'addition, s'il vous plaît. La recette du jour est désormais terminée. N'hésitez pas à liker, partager, diffuser par email, SMS, WhatsApp, réseaux sociaux, si la dégustation vous a plu. Et si vous désirez renouveler l'expérience culinaire, abonnez-vous à l'émission. Si vous voulez participer en cuisine, rien de plus simple, soit par email sur lesrecettesdudoc@gmail.com ou en laissant un message diffusable au public pour poser vos questions ou pour partager une expérience personnelle au 09 51 53 33 07.